Quand tu vis ça au quotidien, tout est beaucoup plus fort. Il y a quelques mois, j'ai traversé la France à pied, sur 3000 km. Et c'est clairement la meilleure décision de ma vie. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que je vous en parle, et pourquoi peut-être vous aussi, vous devriez partir marcher. On va parler d'un tas de choses ici, que ce soit de la pratique du thru-hike, de la logistique, du matos, et surtout de ce que j'ai appris sur le chemin. Bienvenue sur les conseils du lieu. Qu'est-ce que c'est l'Exatrek? C'est la traversée de la France par tous les massifs montagneux. 3000 km à pied, 140 000 mètres de dénivelé positif. Comment on prépare ce type de chemin? Sur le côté matériel matos, là, il y a une vraie préparation à avoir. Ça, c'est la partie où il faut le plus se concentrer. Je pense que c'est surtout le matos. Les gens qui font des très grandes traversées comme ça, souvent, ils sont sur de l'optique ultralight. On essaye d'avoir un sac à dos qui fait pas plus de 7 kg de base. Donc sans l'eau ni la nourriture, je parle. Moi j'ai choisi de la marque Osprey, le Atmos AG50. Il n'est pas commun chez les Exatrekkers ou chez les gens qui font de la longue marche, mais c'est un sac qui fait 50 litres, c'est un bon litrage, qui fait 2 kg. Je l'ai pris surtout parce que je le connais. Il y a une ouverture en haut, une ouverture en bas pour choper le sac de couchage, des ouvertures latérales pour plus de facilité, la cape de pluie est bien sûr incluse. C'est un sac qui est costaud et surtout il a un dos filet tendu pour plus de respirabilité. Des poches gourdes qui sont accessibles depuis le portage, qui sont très pratiques à choper. Bien sûr la poche à eau que je trouve extrêmement pratique parce qu'on va s'hydrater très quotidiennement et même quand on n'a pas soif, on y pense parce qu'elle est très accessible. Je pense que j'ai été un des poids les plus élevés sur l'Exatrek quand j'étais en train de faire la section de la HRP et je suis monté à 23 kg. C'est juste la nourriture qui fait en sorte que ce soit à 23 kg. Parce que j'avais 12 jours de nourriture à porter, que c'est très difficile de choper du réapprovisionnement à part pour faire du stop et nous on voulait tracer et voilà quoi. Ma stratégie ça a été de dormir 80% du temps en tente. Pour éviter d'avoir froid, moi je vous conseille toujours un duvet de canard ou d'oie pour quelque chose d'encore plus compressible. Souvent le confort 0. Moi j'ai un confort -1 de la marque Patison qui est excellent, qui fait 700 à 800 grammes en fonction de votre taille, ça va changer. Et j'étais très content de ça. Ensuite j'avais aussi un sac à viande, question d'hygiène, c'est un petit peu mieux. Et le matelas de sol, essayez de piocher sur une air value à environ 4.2. C'est excellent parce que vous allez quand même dormir parfois sur des sols assez froids comme la neige. En termes de tentes, c'est très simple, 80% du temps, c'est des tentes qui vont se porter avec les bâtons. Parce qu'il y a un gain de poids absolument exceptionnel. Il n'y a pas d'arceau, et en fait on remplace juste le système d'arceau par les bâtons de marche. Ça fait gagner 500 grammes. Pour la gestion de l'eau, dans mon sac, j'avais une gourde Katadyn, celle-ci par exemple, j'avais une poche à eau, et voilà. Donc j'ai 3 litres de capacité de stockage en eau, mais le réapprovisionnement en eau, c'est assez variable. On traverse des massifs montagneux, et qui dit massif montagneux égale eau. Donc très souvent, il n'y a pas de problème d'eau. Mais on a certaines régions qui sont plus compliquées que d'autres. Par exemple, le Vercors, il n'y a pas d'eau, il faut prévoir plus 4 litres d'eau. Alors bien sûr, quand on voit un ruisseau ou une rivière, on va pas boire l'eau directement, on va utiliser des filtres, ou des pastilles qui vont permettre de purifier l'eau. Les pastilles, ce n'est pas une solution à long terme parce que ça va détruire votre flore intestinale. Donc, on va plus utiliser des filtres à eau comme celui-ci. Après l'eau, la nourriture. Là, c'est mon matériel de base que j'ai utilisé pendant l'Exatrek. Une popote en titane 900 ml, c'est largement suffisant pour une personne. Une petite cuitochette, le petit couteau Opinel et le réchaud MSR. Ça, c'est un réchaud, il m'a tenu 6000 km. Donc je peux vous dire, il va tenir sur le temps. En général, le réapprovisionnement sur l'Exatrek, il est relativement simple. Mais parfois, il y a quelques exceptions. Je suis déjà parti sur une section de, 150 km où je pouvais pas me réapprovisionner et j'avais pas assez de nourriture. À ce moment-là, quand ça arrive, c'est la mouise. Ça veut dire qu'il faut descendre de la montagne, il faut faire du stop, on sait pas si la route est vraiment bien empruntée, il faut redécaler dans un village. Et ça demande du temps, de l'énergie, bref, c'est pas top. Le plus important en fait, c'est pas se retrouver à court de nourriture dans la montagne parce qu'on a mal prévu le kilomètre ou ce genre de choses. Il faut toujours prévoir 1 ou 2 lyophilisés en plus, en urgence. C'est ça le plus important pour moi. Elles ont marché un bon petit nombre de kilomètres. D'ailleurs, il y a vraiment plus du tout de semelles. J'ai utilisé 3 paires de chaussures différentes. Les types de chaussures que j'ai pris, globalement, c'est de la chaussure de trail et de la chaussure d'approche. Pourquoi? Parce que c'est léger. J'ai besoin de beaucoup de mobilité. Au bout du 2e, 3e jour, j'ai des douleurs musculaires au niveau de la cheville. Et c'est notamment parce que j'ai de la tige basse, je pense, et que ma cheville est en train d'être entraînée. C'est à ce moment-là que je devais absolument pas forcer et qu'il faut s'écouter. Donc je me suis arrêté un jour et après ça allait beaucoup mieux. J'ai appliqué de la crème et puis après ça allait.
Je pense que si j'avais porté de la tige haute à ce moment-là, ça aurait été peut-être mieux, parce que ma cheville aurait été plus tenue. Ce que je retiens avec la tige basse, c'est surtout qu'il faut rester très concentré en fait. La tenue. Qu'est-ce qu'on porte et qu'est-ce qu'on met dans son sac à dos? On va généralement porter du mérinos, parce que c'est régulant en termes de température et que ça ne retient pas les odeurs. Pour avoir chaud, on va utiliser la technique des 3 couches. 2 caleçons en mérinos, 2 chaussettes en mérinos, 2 t-shirts en mérinos, une polaire, une doudoune et une veste imperméable. Et faut pas oublier le tourcou, le bonnet et les gants. Il y a un moment, sur le haut plateau de la Vanoise, j'avais un vent qui était extrêmement violent, à plus de 70-80 km/h, et j'avais la pluie de face. Et j'avais extrêmement froid, tellement froid que j'avais toutes les extrémités qui étaient complètement frigorifiées, et je pouvais plus sortir mon téléphone, je pouvais plus l'utiliser, parce qu'il était complètement trempé, donc je pouvais plus me géolocaliser. C'est le seul moment sur l'Exatrek où j'ai eu peur, c'est quand je me suis dit « Oh ok, là, je commence vraiment à avoir froid, et il faut que j'atteigne un refuge rapidement, parce que sinon je vais juste avoir très froid, quoi. » Le conseil que je peux vous donner en termes de météo, c'est vraiment d'essayer d'anticiper ce qu'il va y avoir. Et c'est pas grave si vous remettez votre veste, vous la retirez parce que vous avez trop chaud à chaque fois, ne soyez pas paresseux à ce moment-là parce que c'est extrêmement important. J'ai décidé de partir avec très peu d'électronique. J'avais une trace GPX que j'avais préenregistrée sur une application et que je suivais. Pour cette raison, je suis seulement parti avec une batterie externe de 10 000 A, c'était largement suffisant, il n'y avait pas besoin de plus. Alors il y a quelques techniques pour préserver sa batterie. Je mettais le mode avion, évidemment, et le mode noir et blanc, ça préservait vachement la batterie. Dans le matériel, il n'y a pas forcément des choses qui sont très nécessaires, mais qui font du bien, qui nous occupent. Par exemple, moi j'avais amené ma liseuse et un petit journal de bord, parce que je voulais retransmettre tout ce que j'avais vécu dans la journée, et surtout je voulais pas l'oublier. Et il faut pas oublier l'indispensable, la trousse de toilette avec l'hygiène, la trousse de pharmacie, et vos papiers. Il y a aussi un petit outil qui est vachement pratique, et qui peut aussi sauver votre vie, c'est la balise de repérage d'urgence. L'erreur que j'ai pu voir beaucoup des randonneurs dans la montagne, c'était qu'ils s'équipaient pas assez chaudement en fait, et notamment la nuit, et qu'ils avaient des problèmes vis-à-vis du froid. Ils n'avaient pas pris un matelas, un duvet qui était assez chaud, ou une doudoune qui était assez chaude aussi. Si vous pensez que confort 5 c'est suffisant, prenez du confort 0, comme ça vous êtes sûr. Au moment du départ, je me suis senti plutôt bien. C'était les Vosges, et les Vosges c'est vachement bien, c'est des montagnes à basse altitude. Et j'ai vraiment senti que mon corps s'endurcissait dans les Alpes, où j'ai traversé le massif de la Vanoise, des Écrins et de Beldon, où là c'est vraiment costaud. On est content d'arriver dans le Vercors, sur un haut plateau, avec un dénivelé assez plat. Et après, on sent que sur le massif central, on a un peu les genoux endormis, les jambes endormies, et on est très excité à l'idée de faire les Pyrénées. Et là, les Pyrénées, c'est quelque chose. Et c'est très cool. C'est peut-être un des plus gros challenges, d'ailleurs, sur la traversée. Moi, la question du rythme, c'est rigolo, parce que je me suis donné tout le temps qu'il fallait, et il y a un moment, je me suis senti capable d'aller encore plus vite, et je voulais aussi me pousser assez fort physiquement, et c'est ce que j'ai fait dans les Pyrénées. J'ai eu des périodes où je pouvais profiter un peu du paysage, et eu des périodes aussi où je voulais me la donner, quoi. C'est assez stratégique de partir à des moments clés, parce qu'on va essayer d'éviter les dernières neiges dans les Alpes, et les premières dans les Pyrénées. Moi j'ai commencé relativement tard dans la saison, mi-juin, donc je vraiment marché sur 3 saisons. J'ai été abasourdi par le gigantisme des Alpes, mais j'ai aussi adoré les collines un petit peu pittoresques des Cévennes, les gorges du Tarn qui sont très surprenantes parce qu'elles sont vertes, elles sont petites, et il y a des petits villages un peu troglodytes qui se mêlent avec la roche, ça c'est magnifique. Les Pyrénées, c'est extrêmement sauvage, il y a personne. Le Jura, j'ai trouvé que c'était extraordinaire, parce que c'était extrêmement verdoyant, et on avait une super belle vue sur les Alpes après, et ça donnait un petit peu le décor, il y avait l'objectif au bout du compte. Non, j'ai tout aimé. Tout aimé. Voilà, c'était mon retour d'expérience sur l'Exatrek, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Alors bien sûr, les conseils que je vous ai donnés sont applicables à toute randonnée en itinérance, qu'elle soit longue distance ou non. Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, vous pouvez très bien aller nous voir en magasin ou consulter notre site internet. Moi, c'est bien sûr un plaisir de vous accueillir pour parler de l'Exatrek ou de tout type de randonnée. A très bientôt en montagne ou dans les conseils du vieux.